Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans ce 11e et dernier tutoriel consacré au jeu World of Tanks. Après avoir passé en revue les principes basiques du jeu ainsi que les différentes classes de véhicules disponibles, nous allons aujourd'hui survoler les différentes options offertes à tout joueur souhaitant aller plus loin et tâter des modes de jeu en équipe disponibles bien plus organisés que les traditionnelles batailles aléatoires. Rassemblez vos camarades de jeu, dépliez vos cartes d'état-major et peaufinez vos stratégies, c'est parti pour les batailles organisées en équipe. Déjà pratiqué avec assiduité les batailles aléatoires et souhaitez combattre avec des alliés triés sur le volet par vos soins plutôt que des coéquipiers assignés automatiquement par le matchmaking, alors il existe plusieurs types de jeux en équipe où vous pourrez choisir vous-même la composition de celle-ci, de l'identité de vos coéquipiers et au véhicule choisi pour le combat. C'est aussi une progression normale si vous souhaitez faire évoluer votre niveau de jeu, une fois les chars des derniers rangs atteints dans World of Tanks. Alors en ce qui concerne les différents types de batailles, vous avez tout d'abord introduite à la version 9.4 les batailles en équipe en elles-mêmes. Alors la bataille en équipe en elle-même, il faut savoir que je suis un format 7.54. 7.54, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que c'est une bataille qui oppose deux équipes de 7 joueurs, et chaque équipe est composée de 54 points de rang. Alors c'est très simple, en gros vous avez un budget de 54 points de rang à dépenser pour constituer votre équipe avec 7 joueurs maximum. Il faut savoir que les véhicules sont limités aux véhicules des rangs 6 à 8. Si vous sélectionnez un véhicule de rang 6, eh bien ça vous coûtera 6 points. Si vous sélectionnez un véhicule de rang 8 par exemple, ça vous coûtera 8 points. Et c'est donc avec ces véhicules des 3 rangs que vous devez constituer votre équipe de 54 points. Par exemple, vous pouvez prendre 6 chars de rang 8 et 1 char de rang 6, ce qui fera 54 points. Ou au contraire, former votre équipe d'une manière différente si vous avez une composition en tête. Par exemple, si vous voulez mettre plus de scouts et moins de chars lourds, ou plus de chars moyens et moins de scouts. Enfin voilà, vous êtes totalement libre de votre choix dans ce domaine. Et ensuite, vous êtes lancé en équipe, que ce soit dans des batailles en équipe classées ou non. En matière de jeu organisé, il y a aussi depuis la version 9.2 ce qu'on appelle les batailles de bastion. Alors les batailles de bastion, il faut savoir que ce sont des escarmouches qui existent sur plusieurs formats. Le but du jeu étant de remporter les batailles afin de remporter des ressources industrielles. Ces ressources industrielles sont ensuite utilisées pour le développement des bâtiments du bastion. Alors il faut savoir que vous pouvez faire des batailles tout simplement classiques de bastion où à la fin l'équipe gagnante emporte beaucoup de ressources industrielles tandis que l'équipe perdante en emporte qu'une petite quantité. Il faut aussi savoir qu'il y a des horaires d'attaque et de défense des bastions des différents clans, c'est-à-dire par exemple vous allez choisir d'être attaquable uniquement entre, je sais pas, 19h et 23h, il faudra alors vous préparer à des incursions d'équipes adverses qui vont tenter de venir vous attaquer. Il faut savoir ensuite que le développement des différents bâtiments de votre bastion n'est pas anodin, puisqu'une fois atteint un certain niveau et une fois une certaine quantité de ressources industrielles réunies, vous pouvez ensuite débloquer des petits bénéfices limités dans le temps pour tous les membres de votre clan, comme par exemple pendant quelques heures avoir plus de crédits gagnés par tous les membres de votre clan en bataille aléatoire, ou plus d'expérience libre. Enfin voilà, c'est un mode de jeu assez sympathique et convivial, je dois avouer. Dans les autres modes en équipe, il existe aussi les batailles de compagnie, les batailles de guerre des clans. Alors là, les batailles de guerre des clans, c'est vraiment les batailles historiques, on va dire, en mode organisé sur World of Tanks. Les guerres des clans présentent deux aspects. Tout d'abord, il y a un aspect de gestion sur une carte accessible par un navigateur internet qui représente l'Europe et l'Afrique du Nord, où les leaders des différents clans peuvent déployer leurs troupes et les déplacer d'une province à une autre. L'objectif étant de se battre pour justement avoir le contrôle d'une de ces provinces ou de plusieurs d'entre elles afin de gagner des bénéfices. Généralement, vous gagnez une petite somme de gold toutes les 24 heures si vous contrôlez la province, somme qui va ensuite dans la trésorerie de votre clan et qui peut être reversée après par les leaders de clan aux différents joueurs. Alors après, selon des critères objectifs ou subjectifs, vous faites comme vous le voulez. Il faut savoir que quand plusieurs clans se retrouvent sur la même province, par exemple s'il y a une province qui est contrôlée par un clan A et que les clans B et C attaquent le clan A, il y aura tout d'abord une bataille entre les clans B et C pour savoir laquelle va avoir l'occasion d'attaquer la province, et ensuite il y aura une bataille entre le vainqueur et le détenteur de la province afin de savoir si le détenteur de la province en gagnant maintient sa souveraineté sur la province ou si au contraire il perd face à l'attaquant qui lui conquérera la province et en gagnera les bénéfices dès le lendemain. Il faut savoir que les cartes sur lesquelles les combats se déroulent sont liées au territoire. Par exemple, si vous allez vous balader lors des guerres des clans sur les provinces africaines, il y a de fortes chances pour qu'on vous combattiez sur des cartes désertiques. Je pense par exemple à El Alouf et compagnie. De la même manière, si vous allez vous battre dans le nord de l'Europe lors des guerres des clans, il y a de fortes chances que les batailles se déroulent sur des cartes traditionnelles plutôt arctiques et froides.
Il faut aussi savoir que la capture d'une province peut donner lieu à de très nombreux matchs. Par exemple, si le détenteur de la province se retrouve d'un coup attaqué de toutes parts, que ce soit par 4 ou 5 clans alentour, ou au contraire lors des premières phases de campagne de guerre des clans, où tout le monde débarque au même endroit, vous pourrez vous retrouver jusqu'à une soixantaine de clans sur la même province qui essayent de l'attaquer et d'en prendre le contrôle. Alors il faut savoir que vous avez les guerres des clans classiques qui se déroulent quasiment en permanence, et vous avez les campagnes de guerre des clans qui sont scénarisées et qui ont des règles généralement différentes à chaque fois, et qui ont lieu à peu près tous les 6 mois et qui sont organisées par Wargaming. Les guerres des clans sont les événements en équipe qui nécessitent le plus de monde et le plus de ressources, puisque vous pouvez avoir jusqu'à 100 membres dans un clan, et vous pouvez aligner jusqu'à plusieurs line-up en même temps. Le problème étant qu'une line-up fait généralement 15 joueurs, donc si vous avez plusieurs batailles à la même heure, et ben pour pouvoir les jouer toutes en même temps, il vous faudra 15 fois X nombre de batailles. Donc si vous avez 3 batailles, il faut que vous ayez au minimum 45 joueurs disponibles. Donc c'est vraiment la guerre des clans, que ce soit lors des campagnes ou de manière traditionnelle, à réserver aux clans qui arrivent à avoir un gros effectif avec des joueurs très présents, très motivés et prêts à suivre les consignes des leaders sur chaque carte. Un des autres avantages majeurs des campagnes de guerre des clans scénarisées est le fait que les meilleurs clans qui ont réussi à progresser le plus dans le classement établi à la fin de la campagne ont la chance de gagner généralement des chars de rang 10 assez sympathiques. Je pense notamment aux premières campagnes qui avaient permis aux meilleurs clans de remporter que ce soit le char médium M60 ou au contraire le char lourd VK7201. Donc c'est vraiment un truc très sympathique et qui incite bien à participer, sachant que ça vous demandera quand même de l'assiduité puisque les campagnes scénarisées de guerre des clans durent généralement plusieurs semaines où il faut être présent quasiment tous les soirs aux horaires on va dire 19h, 23h, minuit. C'est quelque chose qui demande un investissement conséquent de la part de tous les membres des clans qui souhaitent y participer de manière sérieuse, mais qui à la fin est récompensé parce que vous avez un véhicule unique que peu de personnes sur le serveur pourront piloter. A noter enfin qu'en matière de jeu en équipe, il y a le niveau supérieur, j'ai envie de dire le haut du panier, qui est constitué par la Ligue Wargaming et ses différentes divisions. Dans les niveaux les plus élevés de la Ligue Wargaming, on trouve des équipes professionnelles avec des joueurs dont c'est l'activité à temps plein. Ça c'est vraiment à réserver si vous avez un très bon niveau et que vous voulez vous investir énormément dans le jeu, que vous en avez fait déjà suffisamment le tour, que vous possédez pas mal de chars de haut rang. C'est à réserver aux joueurs les plus passionnés et les plus doués dans ce domaine. Afin de voir à quoi ressemble une bataille en équipe, je vous propose d'aller faire un petit tour sur un replay commenté illustrant l'une d'entre elles. Nous voici sur une bataille en équipe, sur le mode de jeu Escarmouche, sur la carte Lakeville. Alors cette bataille oppose les membres du clan NOS face aux membres du clan TDSTR, deux clans avec de plutôt bons joueurs, donc on va voir ce que ça va donner. Au niveau de la composition de l'équipe que nous suivons, que du classique, des AMX CDC et FCM 50T, donc des médiums assez mobiles et avec une bonne précision. Quelques chars légers, notamment un T-34-2 et un T-54 léger qui ont pour but de fournir de la reconnaissance, de l'éclairage à l'équipe sur le mouvement de l'équipe adverse. Alors on peut voir un déploiement classique, c'est-à-dire que les CDC et les chars FCM 50T vont se placer au milieu le long du petit chemin qui longe le lac, précédé par un T-54 léger qui va essayer de leur faire de la reconnaissance et éventuellement peut-être de repérer l'équipe ennemie si celle-ci a décidé d'aller en ville. Alors sans trop de surprise, ils croisent le scout ennemi sur cette position, parce que c'est la position classique où généralement les éclaireurs vont dès le début de la partie. Bon, on peut remarquer que l'éclaireur a réussi d'ailleurs dans l'équipe adverse à mettre quelques tirs sur l'équipe verte pendant qu'il traversait. Bon, c'est la rançon de ce déploiement, vous prendrez quasiment toujours des tirs, vous perdrez toujours quelques points de vie, mais bon, ça vous permet de vous mettre sur une position très intéressante, notamment pour le joueur qu'on suit qui est dans un T-32. Alors le T-32, on le rappelle, c'est un très bon blindage de frontal de tourelle. Un char qui est idéal en hull down, c'est-à-dire dès lors que vous cachez votre caisse et qu'il n'y a que la tourelle qui dépasse, surtout à longue distance, vous êtes quasiment invulnérable. Vous noterez aussi que, et je pense que c'est le cas de tous ses autres camarades et de l'équipe adverse, tout le monde emporte des munitions gold, puisque dans ce mode de jeu c'est vraiment le résultat qui compte et vous pouvez pas vous permettre un ricochet ou une non-pénétration, donc quasiment tout le monde joue à la munition améliorée. Le T-32 ayant en plus une mission de base un petit peu légère dans ces circonstances, surtout si vous croisez des chars avec un bon blindage, du style IS-3, etc. Bon, c'est toujours gérable hein, si vous visez les points faibles, mais c'est vrai que vous risquez quelques petits boons malheureux qui risquent de retourner la partie. Au milieu ça s'est calmé, malheureusement ils n'ont pas eu l'occasion d'éliminer le scout adverse, et ils sont en train de visiblement tenter une poussée par le canyon, précédé par les scouts et suivi par les chars médiums plutôt mobiles, c'est-à-dire les FCM 50T et les AMX CDC. Je pense qu'ils partent du principe que comme ils n'ont pas vu l'équipe adverse
dans le canyon pour l'instant avec leurs scouts, et comme ils ont été un peu bloqués dans leur reconnaissance au milieu, l'équipe adverse doit être en majorité en ville, c'est-à-dire sur la partie droite de la carte, dans les lignes 8, 9, 10. D'ailleurs la parution de l'IS-3 confirme sans doute cette option et cette analyse. Alors le problème c'est qu'ils sont un petit peu légers en bas à droite de la carte, l'équipe verte, il n'y a que le VK4502A et le T32 que nous suivons. Donc si toute l'équipe rouge est là avec leur char lourd, ça risque d'être très tendu de tenir. Je pense que le strateur de l'équipe verte vient de lancer un assaut rapide sur le cap. Il a dû dire à tous ses coéquipiers dans le canyon, allez on se dépêche les gars, on va aller se mettre très rapidement sur le point de capture et on va essayer de l'emporter au cap rapidement. On rappelle, s'il y a 3 personnes sur le point de capture, vous capturez le point en 30 secondes et vous gagnez la partie. S'il n'y a que 2 personnes, il faudra 45 secondes. Et si vous êtes tout seul, il faudra 1 minute 30 pour capturer le point. On notera le T34-2 vert qui est parti le long du canal, le long de la route, le long du lac, afin de bloquer les scouts adverses. Le problème, c'est qu'il y a un RU 251 en A6 qui est tout à fait en position de décaper les chars verts sur la base, de leur faire des dégâts et de réduire les points de capture qu'ils ont accumulés. Pour l'instant c'est assez difficile, ils sont assez malmenés, l'équipe verte a l'avantage de la puissance de feu, mais l'équipe rouge a l'avantage du déploiement, puisqu'ils encerclent, ou en tout cas ils attaquent par de multiples directions les chars verts se trouvant sur le point de capture adverse, tandis qu'ici le T32 lui doit essayer de résister le plus possible avec son camarade derrière lui. Le problème étant, c'est qu'ils se retrouvent dans une position un peu dangereuse, puisqu'ils ont leurs fesses exposées face aux scouts adverses. Heureusement les scouts adverses sont pour l'instant complètement occupés sur la défense de leur base. Est-ce qu'il va pouvoir réussir à sortir le T54 léger? Peut-être pas en un tir, mais si son allié arrive à faire la même chose. Voilà, nickel. Bon, situation pour l'instant stable. Ils ont un char de retard. Le problème c'est que leurs chars sont vraiment dans des positions pas faciles à tenir, les deux FCM50T là-haut. Surtout celui qui se trouve en A5, là, je sais pas s'il va réussir à faire long feu. Voilà, il passe à gauche du rocher, il essaye de les repérer. Pour voir s'ils sont pas en train d'essayer de contourner par en dessous éventuellement ou de se replier. Ah, il a été endommagé les chenilles, il a très vite réparé pour ne pas prendre le tir du 110 juste derrière. C'est vraiment un mode de jeu très tactique, hein. Il faut en permanence que le strater, c'est-à-dire le leader de chaque équipe, observe ce qui se passe sur les minimap, où se situent les différents chars des deux équipes, puisqu'on sait toujours le nombre de chars qu'il y a dans l'équipe et on sait aussi les modèles qu'ils ont, puisque comme vous le voyez, c'est une information qui est publique dès le début de la partie. Donc toujours réagir, agir en fonction de ce qu'on repère sur la minimap, en fonction du pool de points de vie des différents ennemis. Là ça serait pas mal s'il arrivait à éliminer le 110 qui est plus qu'à 54 points de vie là. Ça éviterait, ça retirerait surtout un canon à l'équipe adverse. Très bien. Ah le problème c'est que sur le cap rouge, l'équipe verte, les deux chars qui restaient, les deux chars moyens, se sont fait enfoncer malheureusement. Avec le chariot de tir qui est en soutien, le RU qui fait le spot et le T95-2 qui vient faire les dégâts. Ça n'a malheureusement pas tenu, donc il se retrouve à 3 contre 6. Alors 3 contre 6 avec deux adversaires facilement éliminables. Le KR Narvon qui est juste devant eux et l'IS-3. Voilà, ah dommage. J'espère qu'ils vont pas perdre le VK. Non, le VK a réussi à se cacher. Allez, est-ce qu'il va le ramer pour essayer de le bloquer? Voilà, il a pas réussi à lui faire les chenilles. Très bien, par contre maintenant il va falloir vite se mettre à couvert, parce que je pense que les adversaires vont essayer de peut-être envoyer un scout, voilà, le long du chemin au bord du lac. Donc là il se prend des tirs du RU 251. Seul un CDC de leur équipe a réussi à, on va dire, échapper à la boucherie sur le point de capture adverse. Le problème c'est que maintenant ils sont quand même en sous-nombre et les ennemis ont aussi l'avantage de la position. Par contre là le chariot tir c'est pas très malin, il faudrait qu'il essaye de préserver au maximum ses points de vie. Petit centurion repéré qui arrive derrière eux, donc là bon réflexe du T32. Ah non, je sais pas si avancer c'est une bonne idée, il faudrait au contraire qu'il recule pour rester collé contre la maison, voilà. Coller ses fesses à la maison pour pas prendre des tirs par derrière, et attendre que le centurion ennemi commette peut-être l'erreur de s'exposer. Voilà, allez. Ah, dommage. Ah, le centurion qui revient, il est bête, il met sa chenille en avant. Voilà, ah, le centurion, là, s'il a plus de kit, il risque d'être vraiment très triste, puisque sa chenille étant bloquée, voilà, sa chenille est détruite, et ils vont la maintenir détruite en permanence, donc il risque de disparaître très rapidement. Donc ça c'est toujours un truc, faites attention. C'est aussi valable dans un mode de jeu en équipe avec de très bons joueurs. C'est une erreur fréquente et malheureusement pas toujours possible à éviter. C'est mettre votre premier galet en avant et vous faites casser la chenille en permanence. Et donc vous êtes complètement immobilisé. En plus vous prenez les dégâts, donc vous devenez une cible vraiment très facile pour l'équipe adverse. Ah, le chariot tire. Ah, le chariot tire qui est parti visiblement pour aller se mettre sur le point de capture.
Aïe aïe aïe, le CDC a été éliminé, donc il reste le VK4502A avec le T32. VK4502A qui est vraiment très léger en points de vie. Il a moins de 100 points de vie, donc là autant dire que même un tir de HE, ça risque de lui faire assez mal. Un ou deux tirs de HE au pire si jamais ils n'arrivent pas à avoir ses points faibles. T32 est en train d'essayer de se rapprocher le plus rapidement possible pour venir en aide à son coéquipier, mais ça risque d'être trop tard, j'ai peur qu'il se fasse éliminer très rapidement. Non, il a réussi à se jeter en arrière. Faire attention à des tirs éventuellement qui viendraient du cap vert. Est-ce qu'il va réussir à se mettre à couvert? Ah non, malheureusement. Non, il a pas eu le temps de se mettre à couvert, le VK. Donc il reste le T32 contre le RU qui a déjà fait 3 kills, le char de scouting adverse. Qui est tout au fond là-bas, je pense, aux alentours de J3, J4. Qui est même en train de capturer la base. Et le T95-2 qui est juste devant lui. 95-2 qui a aussi un avantage au niveau du nombre de points de vie, donc il va pas falloir se rater, il va pas falloir mettre des tirs à côté ou des tirs qui pénètrent pas. Alors, le problème c'est que maintenant le T95-2 peut repérer le T32 dès lors qu'il essaiera d'avancer, et comme ça le RU 251 au fond pourra mettre des tirs. Là franchement ils ont quasiment partie gagnée, l'équipe rouge, il suffit qu'ils continuent de bien rester. Ouf, joli, il a fait clic droit, tir auto. Ça a permis de mettre le tir avant que le RU ait le temps de se cacher. RU qui est en train de grignoter petit à petit ses points de vie. Aïe aïe aïe, il est coincé par l'épave. Oh, il a eu de la chance, il a perdu juste la chenille. Allez, voilà. Ah, l'ennemi a préféré lui faire des dégâts plutôt que la chenille. Voilà. Allez, reculer, reculer. Exploser uniquement la tourelle qui est l'endroit le plus résistant du char. Voilà le tourello. Le T95-2 pouvait pas s'enfuir, sa chenille était cassée, il était bloqué sur place. Bon, il a réussi à revenir, les ennemis étaient vraiment dans une situation idéale, avec quelqu'un qui capait et quelqu'un devant qui pouvait faire le spot. Il va falloir se presser, le problème c'est que maintenant il peut plus se permettre d'être dans l'attente, il va falloir réagir aux actions ennemies et en l'occurrence s'approcher très vite pour avoir un angle. Le problème c'est qu'il est vraiment très léger en points de vie, il a plus que 50 points de vie. Alors il a l'avantage c'est que l'ennemi en 1 ou 2 tirs peut être éliminé, sans souci. En plus il a la pénétration qu'il faut, hein, le RU 251 c'est pas par son blindage qu'il brille. Le problème c'est que le RU 251 peut lui de son côté le sortir aussi assez facilement. A voir si le RU 251 aurait réussi à se positionner correctement à un endroit qui le protège. Il n'y a pas beaucoup d'endroits couverts dans le cap, donc il doit sans doute être près de l'épave, voilà. C'est le seul endroit où il y avait un couvert. Ah et puis le RU c'est un tout petit char, donc il est caché derrière pour l'instant. Et si le T32 rate un tir, le RU en profitera sans doute pour essayer de lui en mettre un. Ah là là, le RU qui gigote bien, il reste 8 secondes. Ah, dommage. 6 secondes. Ah, ça va être vraiment serré. Le RU qui est sorti pour le mettre un tir. Voilà, nickel. Il a pu en profiter, le RU est sorti pour essayer de faire des dégâts. Et il n'a pas réussi à faire des dégâts. Et ce faisant, il s'est exposé. Et il a permis au T32 de réduire à 0 les points de capture. Donc on est reparti pour 1 minute 30 de capture de base. Ça va lui laisser le temps de tenter plusieurs tirs. Quitte à en rater certains, c'est pas grave. Ah, dommage. Alors on voit il manque peu de choses, hein, c'est la précision qui va faire la différence. Là il faut vraiment faire attention par rapport au RU qui peut aussi le sortir sans difficulté s'il expose une autre partie que sa tourelle. Est-ce qu'il est en train de tenter un petit coup de bluff? Voilà. Il est en train d'essayer de faire croire au RU qu'il est en train de se redéployer sur la gauche, en espérant que le RU va tourner sa tourelle pour l'attendre à un endroit où justement il pourrait arriver. Et ce faisant, le T32 va reprendre sa position. J'espère que ça aura réussi et que ça va lui permettre d'attaquer le RU 251 selon un autre angle. Bon, il a encore une quarantaine de secondes, donc ça devrait aller. Il approche bien derrière le buisson. Ah, dommage, il a été détecté. Quand bien même il y avait le buisson, le RU a une très bonne valeur de spotting. Voilà, nickel. Il réussit à le sortir. Très bien joué. Ah, la partie était pas gagnée après comme vous avez pu le voir, hein, une partie en plusieurs moments, dictée par ce qui se lisait sur la mini-carte au fur et à mesure de son déroulement. Au début, ils sont allés au milieu, le long du lac, ils ont fait de la reconnaissance, ils ont essayé de mettre quelques tirs sur l'équipe adverse qui n'a malheureusement pas été repérée. Ils sont allés se placer en bas à droite de la carte, et voyant que sans doute l'équipe adverse était en ville, ils ont tenté un rush le long du canyon et un fast cap donc capture rapide,
qui consiste à essayer de capturer rapidement la base adverse avant que l'équipe ennemie ait le temps de revenir. Le problème c'est que le fast cap a pas du tout marché, puisqu'il y avait des chars légers scouts ennemis pas loin qui ont réussi à maintenir la base défendue. Et une fois que les renforts sont arrivés, malheureusement, tous les chars de l'équipe verte sur le cap se sont fait éliminer, et ça a donné lieu à la situation qu'on a vue, une espèce de défense de dernière ligne, avec heureusement un beau jeu qui leur a permis de remonter jusqu'à la victoire finale, avec ce petit duel contre les RU 251 caché derrière l'épave sur le spawn. Heureusement, l'épave ne faisait pas tout à fait la taille du RU 251, mais vous pouvez voir que c'est quand même un char assez comment dirais-je, petit, vraiment compact, et qui bénéficie très facilement de tous les couverts qu'il peut trouver. Une jolie partie, en plus entre des joueurs des deux équipes avec un bon niveau, voire un très bon niveau pour l'équipe verte, donc quelque chose de plaisant à voir. Vous voyez comme quoi, dès lors que vous organisez, là en l'occurrence c'est au sein d'un clan, d'une équipe, vous pouvez tout à fait former un clan avec des amis, ou faire des batailles classées, ou des batailles d'escarmouches, et dès lors que vous réunissez des joueurs et que vous vous coordonnez, que ce soit tout simplement par le biais du chat en jeu, ou alors par le biais d'un service vocal. Par exemple, vous pouvez utiliser du TeamSpeak, du Mumble, du Skype pour vous coordonner, et ça donne lieu à du jeu bien plus organisé qu'en bataille aléatoire, puisque là, tout le monde agit de manière synchronisée, avec en plus généralement dans chaque équipe un leader qui donne les ordres et qui, même une fois décédé, peut continuer d'assurer la cohésion du groupe et d'analyser ce qui se passe sur la mini-carte pour faire réagir son équipe en fonction. Alors voilà qui conclut cette série de tutoriels sur World of Tanks. J'espère que ça vous aura appris des choses si vous débutez, ou que ça vous aura donné envie de mettre les mains dans le cambouis si vous n'avez pas encore installé ou essayé le jeu. N'hésitez pas à vous faire votre propre opinion, le jeu étant un free-to-play, vous pouvez le télécharger et y jouer sans débourser un seul centime. Je rappelle aussi que si votre truc c'est plutôt les avions ou les bateaux de guerre, Wargaming propose les jeux World of Warplane et World of Warship, qui seront peut-être plus en adéquation avec vos goûts, si vos trucs à vous c'est plutôt la haute altitude ou au contraire les vents marins. Dans tous les cas, je vous souhaite bon courage et j'espère que le RNG vous sera favorable, que vous vous trouviez dans un char qui distribue les coups ou en reçoit. Merci de votre attention et à très bientôt. C'était Kiefer au micro, transmission terminée.